un groupe d'adolescents est tombé par hasard sur un vieux réfrigérateur, jeté au milieu de pneus et de détritus. Leur attention a été attirée par la porte, soigneusement enroulée de rubans adhésifs industriels. Les jeunes ont pensé que quelqu'un aurait pu y cacher quelque chose de précieux et ont arraché quelques bandes. Mais dès que la porte s'est entr'ouverte, les adolescents ont reculé à cause d'une forte odeur désagréable. Ils ont immédiatement appelé la police. L'agent Mike Torres est arrivé sur les lieux. Il a soigneusement coupé le reste du ruban adhésif et a ouvert complètement le réfrigérateur. À l'intérieur se trouvaient des restes en état de décomposition avancée, ce qui rendait impossible toute identification immédiate. Aucun document ni objet permettant d'identifier la victime n'a été trouvé. Mais la police s'est immédiatement souvenue de l'affaire retentissante qui tenait toute la ville en haleine depuis près d'un mois. 5 semaines plus tôt, Cody Brown, 5 ans, avait disparu sans laisser de traces. Ses photos étaient affichées partout et la police examinait chaque piste, chaque indice. Désormais, les enquêteurs devaient procéder à une expertise officielle pour confirmer l'hypothèse la plus probable. La personne trouvée dans le réfrigérateur pouvait être Cody. Cela signifiait que la police n'avait plus affaire à une simple disparition, mais à un meurtre. 10 juillet 1999, Maple Drive, banlieue de Parma. C'est un samedi chaud. Quelqu'un tond la pelouse, un autre prépare un barbecue. Tout semble calme et sûr, comme n'importe quel autre week-end d'été. La famille Brown vit dans une petite maison au milieu de la rue. La maison est de plein pied, soignée, avec une pelouse bien entretenue et une allée menant au garage. John Brown, le chef de famille, est parti travailler le matin. Il est directeur dans un magasin de matériaux de construction. Sa femme, Laura, passe la journée à la maison, s'occupant de leur fils de 5 ans, Cody. Maple Drive est un quartier de banlieue tranquille où de nombreux voisins se connaissent bien et entretiennent de bonnes relations. L'exception est le voisin de droite, Arthur Vance. Il a 52 ans et vit seul. Arthur travaille comme gardien de nuit, rentre chez lui à l'aube et dort toute la journée. Il est irritable, se plaint constamment du bruit et est souvent grossier avec ses voisins qui essaient donc de l'éviter. Les gens ont simplement pris l'habitude de se tenir à l'écart d'Arthur pour ne pas créer de conflits inutiles. Ce matin-là, Laura faisait le ménage dans la cuisine. Elle regardait périodiquement par la fenêtre pour vérifier que Cody jouait bien dans la cour. Le garçon tapait dans un ballon sur l'herbe et semblait parfaitement calme. Rien d'inhabituel dans son comportement. Vers midi, Laura a terminé son ménage et a décidé de se reposer un peu en buvant un thé. Elle a vérifié une nouvelle fois la cour. Cody était là et continuait de jouer. En allant chercher sa tasse, elle a entendu le téléphone fixe sonner. Laura est allée au salon pour répondre. C'était son amie Jennifer. Elles ont parlé quelques minutes de banalité et de leurs projets pour le week-end. Après avoir terminé la conversation, Laura est retournée à la cuisine et a regardé par la fenêtre. La cour était déjà vide. Son fils n'était nulle part en vue. Au début, elle ne s'est pas inquiétée pensant que Cody était rentré dans la maison. Mais quand elle l'a appelé sans obtenir de réponse, elle a ressenti une légère inquiétude. Elle a rapidement vérifié la chambre, la salle de bain et le salon. Son fils n'y était pas. Laura est alors sortie dans la cour, a de nouveau appelé Cody, mais seul le silence lui a répondu. Son regard est tombé sur la clôture qui séparait son terrain de celui d'Arthur. Le garage du voisin était fermé, le terrain semblait vide, calme et tout à fait normal. Quelques secondes plus tard, la porte de la maison voisine s'est ouverte brusquement et Arthur est apparu sur le perron. Il avait l'air irrité, comme s'il venait d'être réveillé. Laura lui a demandé s'il n'avait pas vu son fils. Arthur a répondu avec mécontentement qu'il n'avait vu personne, s'est plaint qu'elle l'empêchait de dormir, puis a fait demi-tour et a claqué bruyamment la porte. Après cette conversation avec son voisin, Laura a commencé à être de plus en plus nerveuse. Elle a de nouveau inspecté la cour et a réalisé que non seulement Cody avait disparu, mais aussi le ballon avec lequel il jouait. Elle a examiné attentivement la clôture, mais n'a rien remarqué d'étrange ou de suspect.
Son cœur s'est mis à battre plus vite quand elle a regardé l'heure. Environ 10 minutes s'étaient écoulées depuis la dernière fois qu'elle avait vu son fils. Laura a décidé de ne plus perdre de temps et s'est empressée d'aller voir dans les cours voisines, espérant que Cody s'était simplement égaré en jouant à proximité et qu'il serait bientôt retrouvé. 15h15. Laura se tient sur le perron et regarde la cour vide. Ni ballon, ni Cody en vue. Au début, elle pense que c'est une simple blague, mais la cour est vide et personne ne répond à sa voix. Elle se met rapidement à inspecter à nouveau la cour, examine les buissons, la balançoire, même l'espace sous le perron. Personne. Ensuite, Laura court chez les voisins de gauche, dont la maison est vide depuis 2 mois. En face, la voisine Helen arrose ses fleurs, mais elle dit n'avoir rien vu d'inhabituel. Laura traverse la rue pour se rendre chez les Murphy. Jim et sa femme Carla ne peuvent donc pas non plus l'aider. Tous deux étaient occupés par des tâches ménagères et n'avaient de guère regardé dehors. Les autres voisins n'ont rien remarqué d'étrange non plus. Une demi-heure s'est écoulée, sans aucun résultat. Laura appelle son mari. John quitte son travail et rentre d'urgence à la maison. À 15h45, Laura appelle le 911 et signale à l'opérateur que Cody a disparu de leur propre cour. Elle décrit comment son fils était habillé et à quoi il ressemble. L'opérateur essaie de la calmer, mais la voix de Laura trahit son anxiété. 10 minutes plus tard, une patrouille de police arrive devant la maison. Les agents inspectent rapidement les lieux, interrogent à nouveau les voisins, mais les réponses ne changent pas. Personne n'a rien vu ni entendu. Les policiers vérifient les clôtures, les barrières et les buissons autour de la maison. Ils ne trouvent aucune trace indiquant où Cody aurait pu aller. La police se rend également à la maison d'Arthur. Le voisin est irrité et visiblement mécontent de ces questions répétées, affirmant de nouveau qu'il n'a vu personne et qu'il essaie simplement de dormir après son service. Les policiers ne trouvent aucune raison de s'attarder et s'en vont. Le soir, les recherches s'intensifient. Des patrouilles supplémentaires et des volontaires arrivent. Une opération de grande envergure commence. Ils vérifient le parc, la lisière de la forêt, les rues voisines et les terrains vagues. Les parents, accompagnés d'autres personnes, parcourent le quartier en appelant leur fils par son nom. Mais personne ne répond. À la tombée de la nuit, des maîtres chiens arrivent. Mais même eux ne parviennent pas à trouver une piste claire et la perdent rapidement. À minuit, les recherches n'ont toujours donné aucun résultat. La maison de la famille Brown est pleine de gens, mais semble vide et sans vie. Dans la chambre de Cody, les jouets sont à leur place, mais le maître des lieux n'y est pas. À 1h du matin, la police déclare officiellement la disparition de Cody Brown. Ce ne sont plus de simples recherches, c'est une enquête officielle. La police se prépare à examiner toutes les hypothèses possibles. Accident, fugue ou enlèvement. Des interrogatoires détaillés de tous les habitants du quartier sont déjà prévus pour le lendemain. La famille Brown réalise pour la première fois que sa vie tranquille et paisible ne sera plus jamais la même. Le 11 juillet 1999, le lendemain de la disparition de Cody Brown, la police commence une tournée systématique de Maple Drive. Les agents notent méthodiquement chaque mot des voisins, enregistrent chaque détail, même ceux qui semblent insignifiants. Cela semble être une simple formalité, car tout le monde a déjà été interrogé la veille et aucune piste n'est apparue. L'agent Steve Hudson passe tranquillement d'une maison à l'autre. Dans chaque foyer, les réponses sont les mêmes. On s'occupait de nos affaires, on n'a rien remarqué d'inhabituel. En milieu de journée, il a déjà visité 14 maisons, sans aucun résultat. La dernière adresse sur sa liste est celle d'Arthur Vance, le voisin de droite de la famille Brown. Hudson s'approche de la maison et frappe plusieurs fois à la porte. 1 minute plus tard, la porte s'ouvre brusquement, révélant un Arthur visiblement mal réveillé et irrité. L'agent se présente, explique le but de sa visite et pose la question habituelle sur la journée d'hier. Vance ne montre aucun enthousiasme, répond sèchement et brièvement. Il n'a rien vu d'inhabituel, il s'est couché tout de suite après son service de nuit.
Hudson demande la permission d'inspecter l'arrière-cour et le garage. Vance accepte à contre-cœur et s'écarte. L'agent examine attentivement la cour. Tout est propre, bien rangé, rien de suspect. Il s'approche ensuite du garage et, en entr'ouvrant légèrement la porte, sent immédiatement une forte odeur d'eau de javel. L'odeur est si intense que Hudson recule d'un pas pour s'y habituer. Il demande calmement à Arthur ce qui s'est passé. Vance, sans réfléchir, explique qu'il a récemment renversé de l'huile de moteur et a décidé de nettoyer la tâche avec de l'eau de javel, car c'était la première chose qui lui était tombée sous la main. L'explication semble convaincante et logique. Hudson n'y voit aucune raison de se méfier. Il note ce détail dans son carnet en y ajoutant une brève remarque. Sujet Vance n'a rien vu. Forte odeur d'eau de javel dans le garage, a expliqué. Nettoyage d'huile renversée. La note est prise automatiquement, au cas où. Pendant ce temps, les autres agents terminent leurs interrogatoires des voisins. Les réponses sont presque identiques. Personne n'a rien remarqué d'inhabituel, n'a entendu de bruit, de cris ou quoi que ce soit de suspect. On dirait que tout le quartier répète la même chose d'une seule voix. Le soir du deuxième jour, la police reste toujours sans la moindre piste concrète. Les recherches dans le quartier ne donnent rien. Les volontaires commencent à se disperser et la famille Brown a de moins en moins d'espoir d'une résolution rapide. L'atmosphère dans la maison est lourde, on dirait que tout le monde attend un miracle qui ne se produit pas. La police passe progressivement à l'étape suivante. Elle établit une liste de personnes à vérifier plus en détail. Cette liste inclut tous les voisins qui ne peuvent pas confirmer où ils se trouvaient au moment de la disparition de Cody. Parmi eux figure Arthur Vance, pour l'instant de manière purement formelle, au même titre que les autres. Pour le moment, aucun des agents n'accorde une importance particulière à la note de Hudson sur l'odeur d'eau de javel dans le garage d'Arthur. Ce détail reste simplement dans une pile de papier, comme l'une des centaines de notes similaires. Mais bientôt, c'est cette remarque fortuite qui amènera la police à voir la disparition de Cody Brown sous un tout autre jour. Les premiers jours de l'enquête se sont déroulés dans une routine tendue. Le quartier a été minutieusement fouillé par des volontaires et la police. Les zones boisées, les caves, les garages et même les canalisations de drainage. Mais au 13 juillet, les recherches n'avaient abouti à aucune piste concrète. Les enquêteurs ont été contraints de faire passer l'affaire de la catégorie « disparition » à celle de « crime possible ». Selon le protocole du FBI, l'enquête commence toujours par l'entourage le plus proche. Le matin du 14 juillet, John et Laura Brown ont été convoqués au poste. Ils ont été interrogés séparément, reconstituant en détail les événements du jour de la disparition de Cody. John a clairement expliqué qu'il avait passé toute la journée au travail dans le magasin de matériaux de construction, ne quittant son poste qu'après l'appel de sa femme. Les enquêteurs ont vérifié son alibi auprès des employés du magasin et de l'administration. Ses collègues ont confirmé le témoignage de John, précisant qu'il n'avait en effet quitté son poste à aucun moment. Le système de vidéosurveillance du magasin était simple. Les enregistrements n'étaient assez pas réguliers et souvent effacés. Mais la police a tout de même réussi à obtenir quelques images confirmant la présence de John sur son lieu de travail pendant la période indiquée. L'entretien avec Laura s'est avéré plus difficile, car elle devait revivre les souvenirs douloureux de cette journée. Les enquêteurs ont vérifié en détail son appel à son ami, notant l'heure et la durée de la conversation. La vérification des relevés téléphoniques et une conversation avec l'amie elle-même ont confirmé que Laura avait décrit les événements avec précision. Aucune contradiction ni omission n'a été relevée. Le lendemain, la police a procédé à une perquisition complète de la maison de la famille Brown. Les pièces à vivre, le garage, le grenier et le terrain attenant ont été inspectés et documentés. Pour les parents, cette procédure a été une épreuve difficile, malgré le comportement correct des policiers. Finalement, la perquisition n'a donné aucun résultat. Aucune circonstance suspecte ni aucun indice n'ont été découverts. Pour lever définitivement les soupçons pesant sur les parents, on a proposé à John et Laura de passer au polygraphe. Tous deux ont immédiatement accepté, malgré la difficulté évidente de la procédure.
John a été le premier à passer le test, après quoi les spécialistes ont noté qu'il n'y avait aucun signe de mensonge dans ses réponses. Laura a mis un peu plus de temps à passer le test en raison de sa forte tension émotionnelle, mais les résultats se sont avérés identiques. Son témoignage était absolument sincère. Après toutes ces procédures, les parents ont cessé de figurer dans l'affaire en tant que suspects. Les enquêteurs ont dû réexaminer les documents initiaux. De nouvelles vérifications dans le quartier n'ont toujours pas donné de résultats. L'enquête était dans une impasse. Les volontaires ont progressivement arrêté les recherches et il semblait que l'affaire resterait non résolue. Cela a continué jusqu'au 10 août 1999 lorsque des adolescents ont découvert un vieux réfrigérateur dans une décharge sauvage près du ruisseau Big Creek. À l'intérieur se trouvaient les restes d'une personne non identifiée et l'affaire est passée dans la catégorie des crimes graves. À ce moment-là, l'identité de la victime n'était pas encore officiellement établie. La police a donc commencé à réexaminer minutieusement les anciens rapports, essayant de trouver un lien possible entre la découverte et toute disparition signalée auparavant. Dans les 24 heures qui ont suivi la découverte du réfrigérateur, les détectives ont de nouveau examiné les dossiers de juillet. Parmi les rapports standards indiquant que les voisins n'avaient rien remarqué de suspect, l'attention des enquêteurs a été attirée par une brève note de l'agent Steve Hudson datée du 11 juillet. Voisin de droite, Arthur Vance, a déclaré qu'il dormait après son service de nuit. Forte odeur d'eau de javel dans le garage, a expliqué qu'il nettoyait de l'huile renversée. Lors de la vérification initiale, ce détail avait été jugé insignifiant et rapidement mis de côté. Cependant, maintenant, après la découverte des restes, le choix d'Arthur Vance semblait étrange. L'eau de javel est rarement utilisée pour enlever des traces d'huile. Elle est beaucoup plus souvent utilisée dans des situations complètement différentes. En réexaminant les photos du terrain d'Arthur prises en juillet, les enquêteurs ont remarqué que le sol en béton du garage semblait avoir été récemment lavé et était encore humide. Ce détail, qui avait été manqué lors de l'inspection initiale, pouvait maintenant avoir une signification sérieuse. La police a commencé à avoir des soupçons fondés que Vance aurait pu tenter de cacher quelque chose de plus grave qu'une simple flaque d'huile. Mais tant que l'identité de la victime n'était pas officiellement établie, l'enquête ne pouvait pas avancer. Malgré cela, les policiers ont décidé de réexaminer plus en détail l'emploi du temps d'Arthur, ses paroles et ses actions de ce jour-là. Désormais, le nom d'Arthur Vance se détachait de la liste générale, et la note sur l'eau de javel était devenue un indice potentiel qui pouvait orienter l'enquête vers une nouvelle piste. Après la découverte du réfrigérateur dans la décharge près du ruisseau Big Creek, l'attention de la police s'est entièrement tournée vers l'expertise. Les enquêteurs comprenaient que la suite de l'enquête dépendait de ces résultats. Pendant que le laboratoire travaillait, les détectives ont décidé d'étudier à nouveau les dossiers de juillet. Ils ont ressorti les anciens procès-verbaux, revérifié les témoignages des voisins et des témoins, mais presque toutes les informations étaient déjà connues et n'apportaient rien de nouveau. Pendant ce temps, le quartier reprenait peu à peu son cours normal. Les volontaires ne venaient plus au poste, les opérations de recherche avaient complètement cessé, et l'intérêt de la presse s'était presque éteint. La famille de Cody continuait d'attendre les conclusions, espérant une erreur ou un hasard, mais les chances d'une issue favorable diminuaient de plus en plus. Chaque jour, l'incertitude augmentait la pression sur tous les acteurs de l'enquête. La police avait cessé de faire des commentaires, se limitant à la phrase standard sur la poursuite des procédures de laboratoire. Les agents attendaient une confirmation officielle qui leur permettrait de définir clairement les prochaines étapes. Finalement, le 9 août, près d'un mois après la disparition de Cody, les enquêteurs ont reçu les conclusions préliminaires des experts. Le laboratoire a officiellement confirmé que les restes retrouvés appartenaient bien à Cody Brown. Cette conclusion a instantanément fait passer l'enquête de la catégorie disparition de personnes à celle de crime grave. L'odeur d'eau de javel, à laquelle personne n'avait prêté attention auparavant, est soudainement devenue l'indice principal. Le témoignage d'Arthur Vance, qui semblait être une simple formalité un mois plus tôt, apparaissait maintenant sous un nouveau jour. La police a clos la procédure de recherche et a officiellement ouvert une enquête criminelle dans laquelle la figure d'Arthur est devenue centrale. Dès le lendemain matin,
Les enquêteurs ont commencé à se préparer pour une nouvelle inspection de la maison de Vance et de son garage. Tous les documents précédents, les rapports photographiques et les notes des agents ont été sortis des archives et réexaminés. Désormais, l'enquête ne se concentrait plus sur la question « Où est Cody ?», mais sur une toute autre question « Qui a fait ça et pourquoi ?» Arthur Vance n'était plus un simple voisin. Il était désormais le principal suspect de l'enquête. Une fois que l'expertise a confirmé l'identité des restes retrouvés, l'affaire a définitivement cessé d'être une simple recherche. La police enquêtait maintenant sur un meurtre. Il semblait que les détectives savaient désormais dans quelle direction aller, mais il s'est vite avéré que cette certitude était prématurée. Le principal obstacle était le réfrigérateur lui-même, découvert dans la décharge près du ruisseau Big Creek. Il n'a fourni aux enquêteurs aucune piste. Quelqu'un s'était donné beaucoup de mal. Tous les numéros de série, autocollants et marquages qui auraient pu aider à déterminer son origine avaient complètement disparu de la carcasse. La personne qui l'avait laissé là voulait manifestement que la découverte reste anonyme. La décharge s'est également révélée inutile pour l'enquête. C'était un territoire sauvage et non contrôlé. Les policiers ont interrogé les habitants des quartiers voisins et vérifié les routes menant à la décharge, mais n'ont trouvé aucun témoin oculaire ni témoignage utile. Il n'y avait tout simplement pas de caméras de surveillance dans ce genre d'endroit à l'époque, ce qui signifiait qu'il était impossible d'obtenir des preuves visuelles. L'enquête perdait rapidement de son élan, c'est pourquoi le détective en chef, Robert Doyle, a décidé de revenir au point de départ, les anciens rapports recueillis dès les premiers jours des recherches. Dans de telles situations, l'expérience lui disait que les réponses se cachent souvent dans de petits détails auxquels on ne prête pas attention au début. Il a demandé tous les documents rédigés par les agents le 11 juillet, le jour de la disparition de Cody. Pendant les premières heures, Doyle a lu attentivement des phrases sèches et typiques. Les voisins n'avaient rien vu, rien entendu, rien remarqué de suspect. Au début, cela ressemblait à une routine insensée, jusqu'à ce que le détective remarque quelque chose d'inhabituel. Dans le rapport de l'agent Steve Hudson, il était indiqué que le voisin de droite, Arthur Vance, dormait après son service de nuit le jour de la disparition de Cody et n'avait rien vu. Une explication standard que Doyle avait déjà rencontrée dans de nombreux autres documents. Mais une petite note à la fin a attiré son attention. L'agent avait noté une forte odeur d'eau de javel dans le garage de Vance et ce dernier avait expliqué qu'il essayait ainsi de nettoyer de l'huile renversée. Doyle n'a pas tiré de conclusion hâtive, mais il a noté ce fait inhabituel dans son carnet. L'eau de javel n'est pas le produit le plus adapté pour nettoyer de l'huile. Habituellement, dans de tels cas, on utilise des solvants ou de la sciure, ce que tout amateur de voiture savait. L'agent avait clairement noté cela comme quelque chose d'atypique, mais à l'époque, personne n'avait accordé d'importance à ce détail. Le détective a décidé de vérifier les photos du terrain de Vance prises le jour de la disparition du garçon. Sur l'une des photos, on voyait le garage et le sol en béton y paraissait anormalement propre. Anormalement propre, comme s'il avait été récemment et minutieusement lavé. Ce n'était pas une preuve directe, mais cela suggérait un comportement étrange de la part de l'homme vivant à côté. Cependant, Doyle ne s'est pas précipité. Il savait que même l'étrangeté la plus suspecte pouvait être une coïncidence, mais il était impossible de ne pas y prêter attention. Il a donc fait une demande officielle pour une nouvelle inspection de la maison et du garage de Vance. Il était important de tout faire de manière à ce que le voisin ne se sente pas suspecté. Il s'agissait simplement d'une vérification de routine pour clarifier certains détails. Arthur Vance n'était encore qu'une des nombreuses personnes figurant dans le dossier. Mais maintenant, son nom était mis en évidence et une note avait été ajoutée au document de l'enquête sur la nécessité d'examiner attentivement toutes les circonstances entourant cet homme. Le réfrigérateur, longtemps resté totalement anonyme, avait enfin un lien faible mais bien tangible avec une personne spécifique. Pour le détective Doyle, ce n'était pas une preuve de culpabilité. Cependant, ce sont souvent de tels détails et étrangetés qui mènent à la résolution des crimes. La tâche de l'enquête était maintenant de vérifier, avec prudence et méthode, si ce lien était une coïncidence ou s'il cachait quelque chose de bien plus important.
Le détective Robert Doyle comprenait que les étrangetés découvertes dans le rapport de l'agent de police n'étaient pas suffisantes pour accuser sérieusement le voisin de la famille Brown. Mais un sentiment d'inquiétude professionnelle ne le quittait pas. Il savait que les détails du quotidien devenaient parfois décisifs dans une enquête, si on parvenait à les déchiffrer correctement. Le lendemain matin, Doyle décida de clarifier définitivement la question du nettoyage du garage. Il composa le numéro du laboratoire de criminalistique et contacta Thomas Murray, un expert légiste expérimenté qui avait déjà aidé la police dans des affaires complexes. La conversation se déroula calmement et de manière professionnelle. Ils parlèrent d'abord de l'enquête en cours, puis le détective aborda le point crucial. Il posa une question simple et à première vue, banale. Avec quoi nettoie-t-on habituellement de l'huile de moteur renversée sur un sol en béton? Murray répondit sans hésitation ni réflexion. Selon lui, on enlève généralement l'huile soit avec des solvants spéciaux, soit avec du savon de ménage ordinaire, soit en l'absorbant avec de la sciure ou des absorbants, des produits que presque tout automobiliste ou propriétaire de garage possède. Doyle ne précisa pas pourquoi ce détail l'intéressait et passa directement à la deuxième question, qui le préoccupait bien plus. Et si quelqu'un avait utilisé de l'eau de Javel pour nettoyer le béton? L'expert à l'autre bout du fil se tut un instant, comme pour vérifier quelque chose, puis affirma avec assurance que les solutions chlorées sont pratiquement inutiles pour lutter contre les taches d'huile. Selon l'expert, on utilise de tels produits exclusivement lorsqu'il faut enlever des traces d'origine organique. Par exemple, pour se débarrasser de traces de sang. Le détective remercia l'expert et mit fin à la conversation. Maintenant, assis à son bureau et relisant les lignes du rapport, il voyait clairement qu'Arthur Vance avait donné une fausse explication à l'agent de police. À l'époque, dans les premiers jours des recherches, cela semblait être un détail insignifiant auquel personne n'avait prêté attention. Vance n'était alors qu'un voisin qui avait donné une explication standard. Il dormait après son service de nuit et avait décidé de faire le ménage dans son garage. Personne n'avait remarqué que cette explication n'avait aucun sens. Maintenant, Doyle réexaminait la situation et comprenait qu'une personne qui ment à la police essaie généralement de cacher quelque chose. Mais le détective savait très bien qu'un simple mensonge ne suffisait pas pour porter des accusations sérieuses. Le mensonge pouvait avoir une explication plus simple. Vance aurait pu mentir par nervosité, par peur ou pour une raison personnelle n'ayant absolument rien à voir avec la disparition de Cody. Cependant, pour la première fois depuis longtemps, l'enquête avait une chance de progresser. Si une personne avait menti une fois, cela signifiait qu'elle pouvait avoir menti sur autre chose. Il fallait donc réexaminer, beaucoup plus attentivement, tout son récit de cette journée, revérifier les témoins et clarifier chaque détail. Le détective ordonna une nouvelle inspection du terrain et du garage de Vance avec l'utilisation de réactifs spéciaux pour détecter les traces de composés organiques. Il était important de comprendre si cette odeur d'eau de Javel avait un rapport avec ce qui était arrivé à Cody ou si ce n'était qu'une malheureuse coïncidence. Pour l'instant, c'était la seule piste qui pouvait donner des résultats. Pour Doyle, il devint évident que l'étrangeté notée un mois plus tôt et qui semblait alors insignifiante pouvait en réalité être la première erreur grave commise par la personne impliquée dans la disparition de Cody. Mais le détective ne comprenait pas encore pourquoi Vance avait décidé de mentir à la police. Pour une personne non impliquée, il n'y a aucune raison d'inventer des détails là où l'on peut dire la simple vérité. Désormais, une perspective importante s'ouvrait pour l'enquête. Soit Arthur Vance était une figure accidentelle, empêtrée dans ses déclarations, soit il était directement lié à ce qui s'était passé le jour de la disparition de Cody Brown, et cela devint la tâche principale de l'enquête. Découvrir qui était réellement ce voisin qui avait si maladroitement tenté de cacher la vérité sur son garage. Après son appel au laboratoire, le détective Robert Doyle a clairement compris que la situation avait changé. Il n'avait pas seulement obtenu une nouvelle information, mais une piste convaincante qui pouvait sortir l'enquête de l'impasse. Mais une question importante subsistait pour Doyle. Si une personne avait méticuleusement nettoyé le garage, la police avait-elle une réelle chance de trouver quelque chose? Il comprenait que visuellement, l'endroit semblait parfaitement propre.
Pourtant, le détective décida de faire confiance aux experts. Il s'est adressé à James Hartman, un criminaliste expérimenté qui avait plus d'une fois trouvé des indices là où les méthodes conventionnelles échouaient. Hartman a conseillé d'utiliser du luminol. C'est une substance qui réagit aux plus infimes traces d'hémoglobine, invisible à l'œil nu. Dans l'obscurité totale, le réactif fait briller même les zones soigneusement nettoyées, si des taches de sang y ont été présentes. Mais dans ce cas, il y avait une autre circonstance que le suspect lui-même ignorait. Selon Hartman, l'utilisation d'eau de javel ne semble être une bonne solution qu'en apparence. Elle peut en effet décolorer le sang, le rendant visuellement indétectable. Mais l'eau de javel ne peut pas enlever le fer présent dans le sang. De plus, la réaction chimique du luminol avec les produits chlorés amplifie considérablement la luminescence, rendant les zones traitées encore plus visibles. Ainsi, la personne qui avait utilisé un produit chloré pour dissimuler les traces, non seulement ne s'en était pas débarrassée, mais au contraire, les avait rendues plus visibles pour les experts. Le soir même, l'équipe d'enquêteurs est arrivée à la maison d'Arthur Vance. Avant d'appliquer le réactif, le sol du garage a été soigneusement dépoussiéré, la lumière a été complètement éteinte, puis ils ont commencé à pulvériser prudemment la solution de luminol. Presque immédiatement, le sol en béton du garage a commencé à briller intensément, révélant une vaste zone impossible à ignorer. La taille et la luminosité de la tache indiquaient que c'était précisément là que l'on avait récemment tenté de cacher quelque chose. Pour la première fois, les enquêteurs disposaient de preuves objectives et scientifiquement confirmées que la version d'Arthur sur une simple tache d'huile était un mensonge délibéré. Désormais, le détective Doyle savait sur quoi il pouvait fonder la suite de son enquête. Vance n'avait pas seulement donné de fausses informations à la police, il avait fait des efforts pour cacher ce qui s'était réellement passé dans son garage. Doyle comprenait que la question n'était plus que de savoir quand et comment obtenir des aveux. Arthur Vance, de simple voisin suspect, est devenu le personnage clé de l'affaire. Ce sont ses actions irréfléchies, commises dans un état de panique, qui ont permis à la police d'obtenir un indice décisif. Les enquêteurs ont vu pour la première fois que derrière le comportement étrange du voisin se cachait non pas une simple confusion, mais une intention précise. Désormais, tous les efforts étaient concentrés sur la découverte des raisons du mensonge de Vance et de ce qu'il avait tenté de dissimuler en se débarrassant si hâtivement des traces dans son garage. Après que le test au luminol a révélé des traces évidentes dans le garage d'Arthur Vance, le détective Doyle avait pour la première fois quelque chose de concret. Mais même après cela, il comprenait que ces résultats ne suffiraient pas à convaincre un tribunal. Pour une accusation officielle, l'enquête avait besoin de preuves irréfutables, collectées et documentées lors d'une perquisition officiellement autorisée et non d'un test préliminaire. La vérification précédente avec le luminol n'était qu'une étape préliminaire, une réaction rapide à un détail suspect. Il fallait maintenant une perquisition officielle à grande échelle, avec un mandat du tribunal, des experts en criminalistique et une documentation la plus détaillée possible de chaque échantillon et de chaque trace. En obtenant l'autorisation du tribunal, Doyle comprenait qu'une étape décisive de l'enquête allait commencer. Mais pendant que la perquisition officielle se préparait, la police a mis Vance sous surveillance discrète. Les détectives devaient savoir si son comportement changerait après que la police se soit ouvertement intéressée à son garage. Arthur Vance, cependant, ne montrait aucun signe d'inquiétude ou d'anxiété. Son comportement restait le même qu'auparavant. Travail de nuit, retour à la maison, courses habituelles. Il ne parlait à personne plus que d'habitude, n'essayait pas de se cacher ou de détruire d'éventuelles preuves. Son calme, à première vue, suggérait que la police pouvait se tromper. Cela a troublé une partie des détectives, et des doutes ont commencé à apparaître parmi eux quant à la bonne direction de l'enquête. Doyle n'a pas prêté attention aux doutes de ses collègues. Pour lui, le calme de Vance n'était pas une preuve de son innocence, mais au contraire, une preuve de sa préméditation et de son sang-froid. Il a de nouveau examiné le dossier personnel de Vance, s'est souvenu des récits des voisins. Tous confirmaient que Vance était un homme brusque, colérique
qui se disputait souvent avec ses voisins pour des raisons futiles. En se remémorant les premiers témoignages des voisins, Doyle s'est convaincu. Une personne avec un tel caractère est capable d'exploser soudainement et de manière incontrôlable, puis de tenter d'en dissimuler les conséquences. Cependant, pour un tribunal, les émotions et les soupçons ne suffisaient pas. Il fallait des preuves juridiquement solides. Le détective n'avait plus qu'une seule bonne option, une perquisition officielle du garage avec l'autorisation du tribunal et l'intervention d'experts en criminalistique. L'équipe se préparait minutieusement à la perquisition. Il a été décidé que le garage serait inspecté dans les moindres détails et que chaque centimètre serait soigneusement photographié et documenté. La police voulait s'assurer que rien ne serait omis ou simplifié lors de la perquisition officielle. La perquisition a été fixée tôt le matin afin qu'Arthur Vance soit à la maison après son service de nuit. La police n'avait pas le droit à l'erreur et Doyle savait que cette journée serait décisive pour toute l'affaire. Soit ils obtiendraient des preuves irréfutables, soit ils devraient admettre qu'ils avaient suivi une fausse piste pendant longtemps. La veille de la perquisition, Doyle a de nouveau examiné tous les documents du dossier. Il était confiant dans la justesse de son choix, mais il comprenait aussi autre chose. Sans preuve réelle, même la version la plus correcte ne resterait qu'une hypothèse. Tout dépendait maintenant de ce que les experts en criminalistique trouveraient le lendemain dans le garage d'Arthur Vance. Après l'inspection préliminaire du garage d'Arthur Vance avec du luminol, le détective Doyle avait pour la première fois une piste sérieuse. Cependant, tant que les experts n'avaient pas mené une expertise complète en laboratoire, les traces pouvaient appartenir à n'importe qui. Il était prématuré de tirer des conclusions sans confirmation supplémentaire. Il était important de comprendre non seulement comment le suspect aurait pu tenter de dissimuler les traces, mais aussi pourquoi il avait décidé de le faire. Pendant que les spécialistes se préparaient à la perquisition officielle et à une analyse plus approfondie des échantillons trouvés, Doyle et ses collègues ont décidé d'interroger à nouveau les voisins, cette fois en se renseignant plus en détail sur le caractère et les habitudes de Vance. Les interrogatoires ont révélé qu'Arthur Vance n'était pas seulement un voisin étrange. De nombreux habitants de la rue ont admis qu'ils préféraient ne pas avoir affaire à lui pour éviter les situations désagréables. Selon eux, Vance se disputait souvent avec les gens pour des broutilles, des conversations bruyantes dans la rue, une voiture mal garée, des déchets près de sa clôture. Mais il réagissait le plus mal à toute forme de jeu d'enfant. Une famille vivant à proximité a raconté qu'un jour, Arthur était sorti dans la cour et avait commencé à crier sur un groupe d'adolescents locaux simplement parce qu'il faisait du vélo trop bruyamment près de sa maison. D'autres voisins se sont souvenus que Vance avait à plusieurs reprises confisqué et jeté les ballons qui atterrissaient sur son terrain, et ce, en silence et de manière ostentatoire, montrant son mécontentement. Avec le temps, les gens ont simplement commencé à avertir leurs enfants de ne pas jouer près de sa maison. Tout le monde savait que Vance travaillait comme gardien de nuit et dormait la journée. Tout bruit pendant son repos le mettait dans un état d'irritation extrême et provoquait des accès de colère. Cependant, personne ne se souvenait que son agressivité ait déjà dépassé le stade des cris et des remontrances. C'est pourquoi, lors de leur première rencontre avec la police, les voisins n'avaient quand même pas pensé que Vance pouvait être impliqué dans la disparition de Cody. Tous le considéraient comme un homme conflictuel, mais pas dangereux. Cependant, le détective Doyle voyait la situation différemment. Il savait qu'une irritabilité refoulée, amplifiée par un manque de sommeil constant et des conflits de voisinage, pouvait à tout moment dégénérer en une explosion de colère incontrôlable. Un motif tout à fait compréhensible, bien que non justifiable pour une personne avec un tel caractère. De plus, Doyle a appris que quelques jours avant la disparition de Cody, Vance s'était sérieusement disputé avec les parents d'autres enfants du voisinage parce que les enfants avaient accidentellement endommagé sa clôture. Cette fois-là, le conflit s'était terminé par une nouvelle dispute, mais personne n'avait imaginé les conséquences que pouvait avoir une colère accumulée pendant des années. Désormais, le tableau de cette journée était devenu clair et convaincant pour les enquêteurs. Ce n'était pas un acte prémédité,
mais une explosion de colère domestique que le suspect n'avait pas pu contrôler. Mais même une telle clarté des motifs nécessitait des preuves juridiquement confirmées. Tout dépendait des résultats de la perquisition officielle et de l'expertise qui devaient définitivement confirmer ou infirmer la version de l'enquête. Le 13 août 1999, vers 19h, le détective Robert Doyle et un groupe d'experts en criminalistique sont arrivés à la maison d'Arthur Vance. Ils avaient en main un mandat de perquisition qui leur donnait le droit de procéder à une inspection complète du garage et de recueillir des preuves officielles. À ce stade, l'enquête n'avait pas l'intention de porter immédiatement des accusations. Il fallait d'abord établir avec précision l'origine des traces trouvées précédemment. Quand Arthur Vance est sorti à la rencontre de la police, il semblait parfaitement calme. Le détective l'a informé du mandat de perquisition pour le garage, ce à quoi Vance a répondu brièvement et avec indifférence. « Vous pouvez regarder. Il n'y a rien de toute façon. » Son ton et son comportement indiquaient qu'il ne doutait pas du résultat de la perquisition. Pendant quelques minutes, Vance a observé calmement le travail des experts. Il ne les a pas dérangés et n'a pas montré de grand intérêt pour ce qui se passait. À la demande du détective de l'informer à l'avance de possibles découvertes dans le garage, il a simplement haussé les épaules avec indifférence, expliquant qu'il n'y avait que de vieilles affaires et des outils que personne n'utilisait depuis longtemps. Pendant que Vance observait de l'extérieur, les experts ont entamé la partie cruciale de l'inspection, l'application de la solution de luminol sur le sol près de l'établi. Malgré les résultats préliminaires du test, la police devait documenter officiellement et minutieusement chaque détail pour qu'il puisse être utilisé plus tard au tribunal. Une fois que tout fut prêt, la lumière du garage a été éteinte. Pendant un court instant, il y eut un silence et une obscurité complets. Quelques secondes plus tard, une tache d'un bleu vif a commencé à apparaître sur la surface en béton. Sa taille était considérable, environ 60 cm sur 60, et elle donnait l'impression que cet endroit avait été spécifiquement et longuement nettoyé. Vance, en voyant la réaction du luminol, a montré pour la première fois une inquiétude évidente. Il s'est empressé d'expliquer qu'il pouvait y avoir des taches de vieilles peintures ou de produits chimiques ménagés sur le sol, qu'il aurait prétendument renversé plusieurs mois auparavant. Sa voix semblait assurée, mais les détectives ont remarqué le changement dans son intonation et la tension sur son visage. Cependant, à ce stade, les paroles du suspect n'avaient plus beaucoup d'importance. Les experts ont soigneusement documenté les résultats du test, photographié la tâche et prélevé des échantillons du sol pour une expertise ultérieure en laboratoire. La procédure officielle de perquisition a été entièrement respectée. Le détective Doyle sentait que l'enquête était sur la bonne voie. Bien sûr, tant que les experts n'auraient pas mené l'expertise finale, on ne pouvait rien affirmer avec certitude. Mais le comportement de Vance et sa tentative évidente de cacher ce qui s'était passé dans le garage semblaient maintenant plus que suspects. L'équipe a terminé son travail sans porter d'accusation pour le moment. Il était maintenant important de rassembler tous les faits et toutes les preuves afin que le procureur dispose d'un tableau aussi complet et confirmé que possible. L'expertise devait établir la nature exacte des traces trouvées, après quoi l'enquête pourrait officiellement passer des soupçons à des actions concrètes. Lorsque le sol en béton du garage s'est illuminé d'une tache bleue distincte, Arthur Vance a radicalement changé. Sa confiance et son sang-froid d'antan ont instantanément disparu. Il a commencé à regarder nerveusement autour de lui, essayant de comprendre comment réagir. À ce moment, il est devenu clair que toutes ces explications ne seraient plus prises au sérieux. Le détective Robert Doyle observait calmement la réaction du suspect. Ce qui se passait n'était pas une simple nouvelle vérification du garage, mais une procédure légale destinée à confirmer définitivement les résultats de l'analyse préliminaire. La première expertise des échantillons avait déjà montré une forte probabilité de correspondance entre les traces biologiques découvertes et les matériaux trouvés près des restes de Cody dans la décharge de Big Creek. Cependant, pour une accusation officielle, la police devait effectuer une contre-expertise et obtenir les conclusions finales du laboratoire. Arthur a de nouveau tenté de parler de tâches ménagères et de produits chimiques accidentels, mais ses paroles semblaient maintenant confuses et incohérentes. Il comprenait lui-même que de telles explications étaient inutiles et ressemblaient
à une tentative désespérée d'échapper à l'évidence. Les experts en criminalistique ont méticuleusement documenté chaque étape de la procédure. Ils ont de nouveau prélevé les matériaux nécessaires à l'analyse judiciaire et ont soigneusement consigné ce qu'ils avaient dû vu. Vance se tenait à l'écart, sans essayer d'intervenir. Il avait déjà compris que chacune de ses actions était vaine. Une fois que les enquêteurs ont terminé de documenter toutes les actions et de recueillir les échantillons nécessaires, la police a pris la décision finale d'arrêter le suspect. L'un des officiers a officiellement annoncé à Vance qu'il était placé en état d'arrestation, soupçonné d'être impliqué dans la mort de Cody Brown. Arthur s'est laissé passer les menottes calmement et sans résistance, sans prononcer un seul mot. Les voisins observaient la scène de loin, avec inquiétude et incrédulité. Beaucoup se souvenèrent de la fréquence à laquelle Vance manifestait de l'agressivité et du mécontentement pour des raisons futiles. Mais aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer qu'un simple conflit de voisinage pouvait mener à des événements aussi tragiques. Après l'arrestation, la police a terminé son travail sur les lieux. Les échantillons prélevés ont été envoyés au laboratoire pour une analyse finale qui devait confirmer les conclusions de l'expertise préliminaire et mettre un point final à l'enquête. Pour le détective Doyle, cette journée a été une étape décisive dans une enquête qui avait commencé par un simple appel d'adolescents ayant trouvé un étrange réfrigérateur dans la décharge de Big Creek. Le tableau des événements était désormais clair. Ce qui avait commencé comme une disparition mystérieuse s'est avéré être la conséquence d'une explosion de colère domestique, suivie de tentatives pour dissimuler les faits. Il ne restait plus à la police qu'à obtenir les résultats officiels du laboratoire et à préparer le dossier pour le tribunal. Les doutes sur la culpabilité du suspect avaient disparu et l'enquête avançait avec assurance vers une conclusion logique et définitive. Après son arrestation le soir du 13 août, Arthur Vance a été conduit au poste de police, mais les événements ne se sont pas déroulés aussi rapidement qu'on aurait pu le croire. Bien que les enquêteurs fussent quant à se convaincus de son implication dans la disparition de Cody, ils avaient besoin de temps pour obtenir les conclusions finales du laboratoire afin d'étayer leurs soupçons par des preuves irréfutables. Les premiers jours, Arthur communiqua très peu avec les enquêteurs, évitant les longues conversations et répondant de la manière la plus brève possible. Le détective Robert Doyle ne se pressa pas de forcer la situation, comprenant que la pression ne servirait à rien à ce stade. Seules les conclusions officielles du laboratoire pourraient changer la position du suspect. En attendant les résultats, les experts en criminalistique et les enquêteurs menaient des investigations supplémentaires. Ils interrogeaient à nouveau les voisins de Vance, recueillant des informations sur ces conflits passés. Plusieurs habitants du quartier se sont souvenus qu'Arthur se plaignait régulièrement du bruit et pouvait réagir agressivement, même à de petits désagréments domestiques. Son lieu de travail a également fourni des informations sur son caractère difficile et ses conflits constants avec ses collègues. Le 18 août, l'enquête a reçu les conclusions officielles du laboratoire. Il y était indiqué sans équivoque que les traces biologiques provenant du garage de Vance correspondaient entièrement aux échantillons découverts avec les restes de Cody dans la décharge de Big Creek. La version de l'enquête avait désormais une confirmation scientifique irréfutable. Ce n'est qu'après cela, le 22 août, qu'Arthur a de nouveau été convoqué en salle d'interrogatoire. Cette fois, les enquêteurs étaient pleinement confiants et disposaient de preuves concrètes. Vance était assis en silence, évitant de regarder les photos étalées sur la table devant lui. Un cliché de Cody souriant, une photo du réfrigérateur de la décharge et le résultat du test au luminol dans son garage. Il comprenait qu'il était désormais inutile de se justifier. Après près de 40 minutes d'un silence tendu, Arthur a commencé à parler. Sa voix était basse, monotone et sans vie. Selon le procès-verbal officiel, Vance a expliqué qu'il n'avait pas planifié ce qui s'était passé. Selon ses dires, il était très fatigué après son service de nuit et le bruit constant sur le terrain voisin l'exaspérait. Quand Cody s'est de nouveau approché de sa maison, Arthur n'a pas pu se retenir. Il est sorti avec l'intention de simplement mettre fin à la situation. Cependant, la situation a échappé à son contrôle. Il a brusquement poussé Cody et n'a pas pu revenir en arrière. Arthur a raconté en détail comment la panique l'avait envahi et comment il ne savait pas quoi faire. Dans un état de terreur et de confusion,
Il a pris la décision de cacher ce qui s'était passé à tout prix. Il a utilisé un vieux réfrigérateur qui se trouvait dans son garage, puis a tenté de nettoyer le sol avec de l'eau de javel. La nuit, il a transporté le réfrigérateur jusqu'à une décharge abandonnée, espérant que personne ne le trouverait là-bas. À partir de ce moment, Arthur a vécu dans une tension constante, attendant chaque jour que la police se présente à sa porte. Ce témoignage du suspect coïncidait parfaitement avec les preuves déjà existantes et les résultats des analyses de laboratoire, ce qui a permis de reconstituer de manière définitive et cohérente le déroulement des faits. Il ne restait plus à l'enquête qu'à formaliser les documents recueillis et à se préparer à transmettre l'affaire au tribunal. L'affaire, qui avait commencé par une disparition mystérieuse et de longues recherches, avait maintenant trouvé des réponses convaincantes à toutes les questions. Sur la base des aveux détaillés d'Arthur et des documents officiels de l'enquête, la police a procédé à une reconstitution détaillée des événements du 10 juillet 1999. Vers 3 heures de l'après-midi, Cody jouait dans l'arrière-cour de sa maison. Ses parents étaient à l'intérieur et ne surveillaient pas ce qui se passait dehors. Pendant le jeu, le ballon a accidentellement franchi la clôture, atterrissant sur le terrain d'Arthur Vance, qui dormait après son service de nuit et réagissait douloureusement au moindre bruit. Vers 15h05, Cody s'est faufilé sur le terrain voisin par un trou dans la vieille clôture. Il voulait récupérer son ballon, qui se trouvait près du garage non verrouillé. Arthur, réveillé par un bruit étranger, s'est levé brusquement et est sorti dans la cour, ne contenant plus son irritation. En voyant Cody près du garage, il n'a pas maîtrisé sa colère et s'est dirigé brusquement vers lui. Selon le témoignage d'Arthur, il n'avait pas l'intention de faire de mal à qui que ce soit. Son seul but était de faire cesser le bruit et de faire partir Cody. Mais dans un état de forte irritation, il a perdu le contrôle et, en s'approchant du garage, a poussé le garçon de manière soudaine et violente. Cody, perdant l'équilibre, est tombé en arrière, se cognant la tête contre l'angle en béton de l'établi. À partir de ce moment, les événements ont pris un tournant irréversible. Arthur a instantanément compris la gravité de la situation et s'est retrouvé complètement paralysé par la peur et la confusion. Pendant les 20 minutes suivantes, il a tenté de se ressaisir et de trouver une issue. La seule décision qu'il a pu prendre a été de se débarrasser des preuves à tout prix. À 15h30, Vance a déplacé Cody dans le vieux réfrigérateur qui se trouvait dans le garage. Il a ensuite remarqué de petites traces de sang sur le sol en béton. La peur s'est intensifiée à tel point qu'il a cessé de raisonner clairement. Cédant à cet état, Arthur a saisi une bouteille d'eau de javel industriel et s'est mis à nettoyer méticuleusement la tache sur le sol. À ce moment-là, il n'imaginait même pas que c'est précisément cet acte qui deviendrait l'erreur capitale de son plan. Vance a passé le reste de la journée sous tension, feignant que rien ne s'était passé, essayant de ne pas attirer l'attention de ses voisins. Chaque minute s'écoulait douloureusement, le forçant à attendre nerveusement la tombée de la nuit. Vers 3 heures du matin, déjà le 11 juillet, Arthur a chargé le réfrigérateur dans sa camionnette et l'a transporté jusqu'à une décharge abandonnée près de Big Creek. Il était convaincu qu'on ne le trouverait jamais dans un tel endroit. Ayant tout fait rapidement et le plus silencieusement possible, il est rentré chez lui, se persuadant qu'il s'était débarrassé avec succès du problème principal. Cependant, c'est sa tentative de masquer les traces du crime avec de l'eau de javel qui s'est transformée en preuve décisive contre lui. Arthur ne se doutait pas que le chlore, au lieu de dissimuler le sang, provoque une réaction spécifique avec une substance appelée luminol. C'est ce qui a permis aux enquêteurs d'identifier rapidement et sans erreur le lieu du crime. La reconstitution des événements a entièrement coïncidé avec les aveux d'Arthur et a confirmé les preuves recueillies. La police disposait désormais de réponses définitives expliquant tout ce qui s'était passé le 10 juillet. Un simple conflit de voisinage avait dégénéré en tragédie, dont les conséquences ont changé la vie de nombreuses personnes. La dernière étape pour les enquêteurs était la préparation du procès, au cours duquel Vance devrait répondre officiellement de ses actes. En juin 2000, le tribunal de l'État de l'Ohio a commencé à examiner l'affaire Arthur Vance. À ce moment-là, l'enquête disposait de preuves convaincantes et les habitants attendèrent de savoir quelle serait la sanction pour ce qui s'était passé près d'1 an plus tôt.
Le procureur a méticuleusement présenté toutes les preuves principales contre l'accusé, les aveux détaillés de Vance lui-même, le rapport des experts en criminalistique et les résultats des analyses de laboratoire confirmant le lien entre le garage de l'accusé et la découverte dans la décharge de Big Creek. L'accusation a souligné que Vance avait consciemment et méthodiquement tenté de dissimuler ses actes, ce qui avait sérieusement compliqué le travail des enquêteurs. La défense, de son côté, a insisté sur le fait que les actions de Vance n'étaient pas préméditées et résultèrent d'un état émotionnel intense et d'un épuisement physique après son service de nuit. Selon leur version, les tentatives de dissimuler les faits étaient chaotiques et irréfléchies, provoquées uniquement par la panique et la peur. Pendant plusieurs jours, le tribunal a examiné attentivement les arguments des deux parties, les témoignages des témoins et des experts. Les parents de Cody étaient présents dans la salle et suivaient le déroulement des audiences, sans entrer dans des discussions publiques et en évitant tout contact avec la presse. Le tribunal a examiné les faits sans émotion, en respectant des procédures juridiques strictes. Après les plaidoiries des deux parties, le tribunal s'est retiré pour une courte délibération et est revenu peu après pour annoncer le verdict final. Arthur Vance a été reconnu coupable de meurtre au second degré et de falsification intentionnelle de preuves. Le tribunal a souligné que l'accusé avait agi consciemment et avait créé des obstacles à l'enquête, ce qui avait considérablement compliqué l'établissement de la vérité. Le tribunal a condamné Arthur Vance à 25 ans de prison dans un établissement de l'État de l'Ohio. Après l'annonce du verdict, le procès a pris fin. L'histoire, qui avait commencé par une disparition inexplicable et avait secoué la banlieue de Parma, a reçu une conclusion juridique officielle. Néanmoins, pour les habitants de la ville, cela est devenu un rappel constant des conséquences que peut avoir une simple dispute de voisinage si les émotions ne sont pas maîtrisées à temps. Après le procès, la vie sur Maple Drive n'a jamais retrouvé son rythme d'antan. La famille Brown a déménagé en 2001, vendant la maison et tentant de laisser le passé derrière elle. Leur maison a été rapidement achetée par une nouvelle famille, mais les voisins disent en fait qu'au début, le terrain est resté vide. Les gens n'étaient pas pressés de s'installer là où une enquête venait de se dérouler. La décharge près du ruisseau Big Creek a été nettoyée et officiellement fermée en 2002. Aujourd'hui, à sa place, se trouve un petit parc municipal avec quelques bancs et un panneau rappelant l'interdiction de jeter des ordures de manière non autorisée. Arthur Vance purge sa peine à la prison de Marion, dans l'Ohio. Selon le département des services correctionnels, il est détenu sans infraction au règlement. Le prochain examen de sa demande de libération conditionnelle est prévu pour juin 2025. L'histoire de Maple Drive et d'Arthur Vance est longtemps restée dans la mémoire des habitants du comté de Cuyahoga. Pour beaucoup, cette affaire est devenue un rappel de la façon dont une simple explosion d'irritation peut changer à jamais la vie de plusieurs personnes.